Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 3,5 secondes et le quart de mille en 11,8. C'est des très bons chiffres. Et même là, tantôt, quand je faisais mes recherches, Car Driver, c'était un des VUS les plus rapides qu'ils ont jamais testé. Aujourd'hui au Talk Podcast, on vous parle de notre essai routier de l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Ouais, c'est un modèle que je voulais vraiment essayer avant qu'il disparaisse. C'est la dernière année pour les fameux modèles Quadrifoglio. Fait que Giulia et aussi le Stelvio avec le fameux moteur un peu dérivé d'un moteur de Ferrari. C'est les dernières années avant que Alfa Romeo s'en vont vers un virage électrique. C'est un petit peu dommage. Fait que je voulais être sûr de l'essayer avant qu'il s'en aille. Même si c'est la dernière année, ces choses-là, je trouve que, à mon avis, à moi, les Quadrifoglio de ces époques-là, c'est des vrais Alfa Romeo. Oui. Je rappelle que chez Stellantis, ils disent que Alfa Romeo, c'est un peu leur marque prestige, la marque un peu championne, puis c'est un peu la marque qui va sauver toute la compagnie, puis ils mettent beaucoup d'œufs dans le panier Alfa Romeo, puis à mon avis, à moi, je trouve qu'ils s'en vont dans une direction qui s'en va à l'opposé. À l'opposé d'un peu l'origine, leur sauce secrète. C'est plate à dire, là. Oui. C'est comme... je veux dire, quand tu as un vrai moteur à essence, tout ça, là, c'est un vrai spaghetti. L'autre, ça va être un spaghetti fait au micro-ondes. Oui, ça va être... Oui. En gros. Fait qu'on y va avec ce modèle-là. Fait que j'étais curieux parce qu'on a déjà essayé dans le passé la Giulia Quadrifoglio, un modèle qu'on a beaucoup aimé. Mais là, on va voir si celui-là il est de taille sur le marché d'aujourd'hui. Fait qu'on parle de prix tout de suite parce que c'est pas donné. Non, ça part à partir de 107 428 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 111 328 $. Ouais, fait qu'un véhicule assez dispendieux, il était bien équipé. Il manque une couple d'options, il n'y a pas toutes les options dessus. Là, il peut monter encore plus cher que ça. Sous le capot, on retrouve un moteur V6 de 2,9 litres, twin turbo. Je vous rappelle, c'est un moteur dérivé de chez Ferrari. C'est un V8 qu'on a enlevé 2 cylindres pour faire un V6, mais c'est un moteur très similaire à un moteur Ferrari. C'est jumelé une transmission 8 vitesses. C'est bon pour une puissance de 505 chevaux et 443 livres-pieds de couple. Puis je vous rappelle que c'est une traction intégrale. C'est ça le gros changement. C'est ça qui fait la grosse différence, je pourrais dire, entre le modèle Giulia et Stelvio, c'est que le Stelvio, on y est à traction intégrale, puis la Giulia ne l'est pas. Fait que souvent, comment je veux dire, le modèle Giulia, c'est un modèle qu'on voit un petit peu moins ici au Canada parce qu'il n'est pas traction intégrale. Ouais. Puis, je vous rappelle que c'est un 4 portes. Fait que, tu sais, des fois, avoir un 4 portes que tu peux utiliser juste l'été, oui, il y a toujours des possibilités, peu importe. On va se le dire. C'est moins alléchant. C'est ça. C'est pas fait pour l'hiver. Fait que c'est un modèle que je disais que, peut-être que quelqu'un qui aime la Giulia, mais qui vit au Canada, il va pencher plus pour le Stelvio. Là, on va voir si c'est le cas. Ouais. Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en 3,5 secondes et le quart de mille en 11,8. C'est des très bons chiffres. Et même là, tantôt, quand je faisais mes recherches, Car Driver, c'était un des VUS les plus rapides qu'ils n'ont jamais testé. Moi, quand j'ai fait les tests d'accélération, je ne trouvais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas la bonne essence dedans. Ouais. Peut-être que j'ai pas fait la bonne façon de faire le launch control, peu importe. Il décolle, mais je veux dire, c'est un moteur vraiment qu'il faut cochonner pour qu'il décolle. Ouais. Vraiment qu'il soit dans son boost puis qu'il parte dans son boost. C'est vraiment, faut qu'on ait un launch control ou sinon on fasse une espèce de power boost, là, que je pourrais dire, là, que tu tiens l'accélérateur et tu tiens le break pour faire révolutionner puis le faire partir dans son boost. Parce que si je le pars, mettons, juste de bas RPM, c'est un moteur qui n'a pas beaucoup de torque, pas beaucoup de horsepower à bas régime. C'est un moteur italien, il aime ça révolutionner. Puis aussi, il y a un bon lag pour le turbo. Le turbo embarque vraiment pas à bas régime. Fait que de ce côté-là,
pour aller chercher le plein potentiel, il faut vraiment le révolutionner. Puis ça, parlant de ça, quand on conduit sur la route, côté performance, dans un véhicule comme la Giulia, qu'on se sent vraiment dans un véhicule italien, ces choses-là, c'est correct révolutionner le moteur. C'est le fun, puis on peut le pousser un couple. Là, on est dans un VUS. Je trouve qu'un moteur qu'il faut révolutionner beaucoup dans un VUS, c'est moins bien adapté. Ouais. Un VUS, souvent, il faudrait avoir plus de torque à bas régime pour que ça soit plaisant. Révolutionner tout le temps notre moteur haut, comme on serait dans une voiture, dans un VUS, c'est comme pas agréable. Non, c'est ça. Tu t'attends pas à faire ça dans un VUS. Puis, ça rend le véhicule pas si rapide que ça. Parce que si il est rapide, mais c'est juste qu'il faut que tu le tiennes tout le temps à bien haut régime. C'est comme un moteur dramatique. Mais quand on travaille, tu sais, je veux dire, quand on conduit tous les jours, daily basis, tu sais, comme un daily, ben, à un moment donné, ça ne tente pas tout le temps de le révolutionner. Tu aimes ça avoir des performances, mais pas nécessairement tout le temps être tu sais, tout le temps, tu sais, tu peux. Il y a des moteurs que ça va avancer sans que tu es tout le temps pas loin de la red line, là. Ouais. Puis, allez, gars, tu sais, dans un véhicule sport, tu sais, comme une sportive, peut-être un 4 portes, cette affaire-là, je trouve que ça passe mieux. Dans un VUS, je trouve qu'il aurait fallu peut-être qu'ils mettent. Je sais qu'ils n'ont pas 10 000 choix de moteur chez Alfa Romeo, là, puis ça fait partie de la personnalité de ce véhicule-là. Ouais. Je comprends ça. Je fais que dire, ça s'adapte moins bien pour pousser le véhicule. C'est tout le temps qu'il faut que tu le battes pour avoir de la performance. Là. Ah ouais. Si juste on l'écrase un peu, ou on fait un petit dépassement sans faire 2 downshift, mais il n'y a pas tant de performance qui sort. Non, c'est ça. Penses-tu, tu sais, rendu là, que c'est comme un problème de calibration, c'est vraiment non, le moteur? C'est italien. Ouais, c'est italien. C'est comme ça que ça... Faut que tu changes ta façon de conduire. Ouais. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que si tu conduis tout le temps comme ça, à un moment donné, ça vient quand même tough sur le moteur. Tu consommes extrêmement beaucoup d'essence. C'est juste que faut que tu le conduis de façon agressive. Tu peux pas être comme rapide si t'es smooth et relax. Non, c'est ça. C'est comme un véhicule dramatique. Il faut que tu sois dramatique dans ta conduite. Ouais. Ah ouais. Moi, je suis le contraire. J'aime mieux un gros moteur avec beaucoup de torque. Tu l'écrases un peu. Oui, il est parti. Tu sais, comme quand j'ai donné l'exemple, mettons un Hellcat ou cette semaine, on a un 63 AMG. Un 63 AMG, tu écrases un peu, puis ça y va sur l'autoroute. Ah oui. J'ai pas besoin de faire un gros dans le chiffre. C'est un peu moteur italien comme ça, c'est un petit peu comme un Honda là, avec un petit moteur, je pourrais dire avec comme un Type R ou ces affaires-là, ou un S2000, il y a tout le temps comme si tu serais ça track. Mais là, c'est ça, mais dans un VUS. Ouais. Comme pour accéder aux performances, il faut que tu fasses comme le cheat code de tout le temps un peu dans la panne. Ouais. Comme, au lieu de juste accéder normalement. Si tu veux vraiment des performances, il faut que tu sois dans le tapis, tu shifts dans le red line tout le temps. Là, t'es en VUS. Tandis que de plus en plus, de nos jours, il y a beaucoup de véhicules, là, il y a beaucoup de torque à bas régime, ou quand tu tombes électrique, mais là, c'est juste du pure torque. Là. Oui. Fait que, tu sais, c'est juste que c'est ça. C'est comme tu te clenches, tu vas savoir que tu te clenches parce qu'il y a quand même un pas pire son. C'est pas un son que je trippe, moi. C'est un son, je pourrais dire, je trouvais que la Giulia sonnait mieux, même si c'était le même moteur. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pourquoi. Je vais être franc. C'est un véhicule italien. Les Italiens sont meilleurs pour faire des autos que des VUS. Je le dis tout le temps, là. Dans Ford, c'est bon pour faire des trucks, mais c'est ça pas bon pour ça. Là, Alfa Romeo, tu vois que VUS, c'est pas leur fort. Non. Après avoir essayé le Tonale, plusieurs Stelvio, les 2 Giulia que j'ai essayés, je trouvais que c'était leur meilleure voiture. Oui. Non, moi aussi, je les ai vraiment aimés. Puis le son, c'est comme... des fois, il sonne un peu, ça me fait penser à Bart, là. Une Fiat à Bart, on reste dans la même famille, là. Mais tu sais, il y a un grondement de brrr, tu sais, comme on dirait que ça a été un peu triché dans l'échappement pour qu'il sonne un petit peu plus grave que qu'est-ce qui sonne vraiment. Oui, mais on l'entend comme le petit... comme tu dis, le bruit qui est comme pompé un peu. Là. Ouais.
On dirait qu'on entend que ça vient pas directement de là. Ça a comme été rajouté. Tu sais, on le compare souvent un petit peu au Maserati qui est un petit peu plus cher, mettons. On a essayé le grec-calais ou même là, on a essayé la Ghibli puis toutes les autres. Eux autres, ils ont des plus gros moteurs, mais tu sais, on dirait qu'il était plus pur, le son. Ouais. Moins comme modifié, à essayer de faire un son comme... Moi, j'appelle ça un son à Bart. Tu essaies de faire un gros son avec un petit moteur, même dans une petite auto. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça qu'on retrouve. Mais c'est unique. C'est le fun parce qu'au moins, on a un beau son d'échappement. Côté tenue de route, c'est sûr et certain, ça tient très bien la route. Regardez. Le modèle qu'on avait laissé, je pense qu'il était sur les 21 pouces. C'est sûr et certain que dans les courbes, ça tient. Puis, tu sais, regarde, on le voit sur la track. Il n'y a personne qui va faire de la track avec ça. Tu sais, c'est un moteur pour révolutionner comme sur la track. Regardez, c'est pas une surprise que je vais vous dire aujourd'hui. Ça ride comme de la merde. c'est horrible. Ça ride dur. C'est comme... Dans un VUS, puis en passant, on avait les sièges confort. Là. Il y a une autre option. Moi, j'ai déjà embarqué dans l'autre avec les sièges à 4500$ là, avec le derrière en carbone. Là. C'est les sièges les plus têtes que j'ai essayé de ma vie. Ah ouais. Puis ça, c'est plus tête qu'une Miata. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais mais dans le Miata, je rentrais, tu sais. Mais pour un siège qui est pas large, là, puis qui te détruit, là, genre, là, faut pas que t'as aucune largeur. Là. Oh non. Tu sais, il y a mince et étroit. Ouais. Là, dans ces sièges-là, il faut que tu sois mince et étroit. Ah, c'est ça. Les deux. Ouais. Si tu manges beaucoup de spaghettis, ça veut dire que souvent, t'es pas en auto, tu fais que marcher toute la journée, comme en Europe. C'est ça. Mais ces sièges-là sont horribles. L'option à 4500, là, est horrible. Mais c'est sûr. Je me suis assis dedans, pour ça faisait un bout. J'étais moins gros à part ça dans ce temps-là. J'ai toujours été large, là. On se cachera pas. Là. Non, puis t'étais pas rapetissé. T'étais pas plus petit avant non plus. Là. Ben oui. Là, non, mais en grand, tu sais, t'étais quand même grand. Puis... Non, mais je parle pas de la grandeur, je parle de la largeur. Je parle de la largeur. Qui te rentre ici dans les côtés. Oui, mais même quand t'étais plus mince, t'étais quand même, tu sais, fait large d'épaule puis tout ça. Non, tu comprends pas. Oui, ici, c'est pas les épaules qui rentrent pas. C'est où est-ce qu'il y a les lattes. Les lattes. T'avais quand même des lattes. C'est dans le milieu du dos qui rentre pas. Oui. Non, je sais, parce qu'il il fait vraiment la tête. Les épaules dépassaient de chaque bord. C'est sûr. C'est normal. Là. C'est tout le temps le cas. Ah, c'est normal. Non. Mais... Je suis dire, là, ces sièges-là sont corrects. Ils ont beaucoup de support, mais ils sont quand même corrects. Là, on les voit à l'écran présentement. Là. Mais la suspension est extrêmement rigide. On peut l'ajuster, on peut la mettre en soft, on peut la mettre en medium, on peut la mettre en race. En soft, c'est une suspension rigide, puis c'est sur du low profile. Quand on est dans nos chemins, que ça ride rough, là, c'est tac, 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 tac. C'est pareil comme si on était dans une suspension modifiée, bien dure. Là. C'est presque le level que... tu sais, un auto que t'as triché, que t'as coupé les coils, là, puis que genre, t'as tout enlevé comme l'espèce de traveling dans ton choc. Là. Ah ouais. C'était quasiment ça. Là. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Ils sont excellents dans la tenue de route, mais ils ont coupé. À un moment donné, tu peux pas être 100%. Oui, mais moi, ça vaut rien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu peux être excellent sur la tenue de route, mais si t'es pas capable de faire les deux, faire un sweet spot entre les deux, c'est pas bon. Non, c'est ça. Tu vois-tu? Si ta suspension est hyper confortable, mais que tu arrives dans la courbe, puis là, le char, il penche, puis on dirait que tu vas flipper sur le côté, c'est pas mieux. C'est pas bon non plus, non. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que... Ils sont trop allés là. C'est un VUS. Ouais. Puis c'est pas... Oui, vous allez dire, c'est un Quadro Fuglio, blablabla. C'est celui qui ride le plus rough. Il ride plus rough quand même que les BMW. Puis les BMW, ils ride rough. Ouais. C'est un véhicule que tu es supposé conduire tous les jours. Je me souviens, la Giulia, là, regarde, la suspension était rigide. Mais je me rappelle pas que c'était moins confortable que le Stelvio. Moi, je pense. J'ai fait un road trip, moi, avec pas la Quadro Fuglio, l'autre, là. Ouais. Puis quand même, c'était bien, là. Mais encore là, tu vois que ils l'ont pas pour faire des VUS. Mais c'est ça. Parce que quand tu tombes que l'auto était plus confortable... C'est ça. Tu sais, lui, il est comme all drive, t'es censé être un petit peu plus haut, t'es plus gros, t'es en VUS. T'es supposé slacker ça. Oui, un peu. T'es dans un VUS, t'es supposé être plus confortable.
Tu sais, c'est comme, si tu choisis entre l'auto puis le camion, ben, tu te dis, ben, le camion va être plus facile, l'espèce de VUS va être plus fun à conduire tous les jours. Là c'est pas le cas. Non. On continue avec le design extérieur. Moi, j'ai jamais trippé, là, ce camion-là. C'est vraiment comme, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est un design que ça existe depuis, genre, 2018. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dessus. Là. Non. On a des beaux mags là, avec des gros ronds dedans. Là, j'appelle, c'est style un peu Lamborghini. À l'arrière, on a carte échappement. C'est le même. Là. Je vais être franc avec toi. Là. Même là, je trouve que le Quadrifoglio, à part avoir le gros logo sur le côté, là, l'espèce de trèfle à 4 feuilles, là. Puis le hood qui a peut-être des trappes d'air, mais tu sais, à comparer d'un Veloce et toutes les autres, tu peux pas se dire de loin, c'est un Quadrifoglio, tu sais, il est pas super agressif de devant, tu sais, il y a pas quelque chose qui démarque vraiment des autres. Il est pas assez, ouais, c'est ça, à part le logo, il n'y a pas assez quelque chose qui fait comme, wow, lui, il coûte cher, tu sais. Ouais. Ça, c'est le gros modèle, là. On le voit pas vraiment. Bon, si on passe à l'intérieur maintenant, alors, on a parlé déjà des sièges. Regardez l'intérieur. C'est comme si on serait en 2018, là. Même quasiment plus vieux que ça, là. C'est comme... j'écoutais une autre émission, là, et puis il parlait de la Giulia. L'intérieur de la Giulia, pareil, là. Il disait, on se créerait en 2015. Là. Je sais pas, je vais dire en 2015, là, mais tu sais, facilement en 2018, là. Facilement. J'aime beaucoup le volant. Ça, c'est ma partie préférée. Le starter sur le volant, les gros paddle shifters, la shape du volant, il est beau. Ça, je trouve ça un petit peu weird. Là, le fibre de carbone sur le volant est gloss. Mais le reste, c'est... Le reste, il n'y a comme pas de gloss dessus. Il est comme raw. Il n'y a comme pas... Il n'y a rien sur le fibre de carbone. Un peu comme qu'on retrouvait dans la Maserati. Oui. On peut tout le toucher et sentir toutes ces textures. Ça, je trouve ça beau, mais on dirait que c'est facile à maganer. Ouais. On dirait que tu peux facilement tirer sur un des tricotages du fibre de carbone, puis tu le scrapes. Ouais. C'est genre avec ta clé ou avec une bague ou mettons même un verre de café ou quelque chose de genre. On dirait que si tu le frottes un peu fort... Ça va s'enlever. Ouais. Mais c'est beau, mais on dirait que c'est fragile. C'est pas super rigide de ce côté-là. Tu sais, les cadrans devant nous, c'est digital. L'écran est horrible. Là. Minuscule. Minuscule, puis c'est la vieille. La nouvelle qui est dans le tonalé, je peux pas dire, est comme nouveau genre. Elle lag, elle est minuscule. Elle va pas super bien, mais imaginez-vous que là, on avait l'ancienne. Même les graphiques sont comme... On dirait... Il n'y a même pas Apple CarPlay, hein? Oh mon Dieu, de mémoire. C'est parce que j'ai pas traîné de fil. Il l'a pas sans fil. Là. Mais écoute, tu sais, l'écran, comment je peux dire? Quand un écran est comme dimmé un peu, là, comme les couleurs étaient un peu off. Hey, c'est une vieille écran. Non, mais tu vois, tu sais, à ce level-là, tu le vois vraiment qu'elle est vieille. La caméra de recul, tu vois rien. Quelqu'un qui s'assoit dedans peut dire, OK, c'est vraiment une vieille caméra. Si t'es moindrement techno, tu t'aimeras pas ce véhicule-là. Si tu t'en fous, tu aimes juste la conduite, il n'y aura pas de problème. Ouais. Mais l'écran, dépassé. Tu sais, on vous dit de faire la même, là, dépassé. Faut pas oublier, là, on est dans un véhicule à... 111 000 111 000 Puis, tu sais, ton iPhone est 100 fois mieux que ton écran. Tu sais, c'est comme... Il faut garder ça en perspective. Ouais. Les modes de conduite, moi, j'aime beaucoup ça, ce bouton-là. C'est simple. Le DNA, là, c'est comme... quand tu es en N, c'est comme pour économiser. En A, c'est en mode normal. En D, c'est dynamique. Puis quand on tient la roulette, on peut le mettre en mode race. Puis au milieu, on peut changer notre suspension. Puis c'est ça. La suspension est déjà ajustable. Il pourrait peut-être toute la softer au complet. Ouais. Mettre quelque chose encore plus soft. Peut-être pas obligé de mettre du super low profile aussi. Il y aurait quelque chose à faire. Il y a plusieurs choses qui pourraient modifier pour améliorer le confort. Là. C'est ça. Ah oui. À part de ça, comment tu ferais l'espace à l'arrière? Ben écoute, il n'y a pas tellement d'espace, on va se dire. Là. C'est juste c'est correct, vraiment, c'est comme un petit VUS qu'on s'attend. Il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. Il n'y avait pas plus d'espace que ce à quoi je m'attendais. Là.
Même chose côté cargo, la valise est bien. C'est comme ceux qu'on a déjà eu à l'essai. On peut rentrer une couple de trucs. C'est pas une petite valise. C'est normal. Je pourrais dire, tout l'espace en général, c'est normal, mais tout est tight, tout est compacté, tout est solide. C'est pas. C'est vraiment pas un véhicule pour le confort. Mais gars, juste là, les bancs, c'est ça que tu parlais tantôt. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est les bancs confort. Oui, ça, c'est les bancs confort. Regardez comment ils sont agressifs sur les lattes, comme je le disais tantôt. Imagine les autres. Côté remorquage, on peut tirer environ 3000 livres. J'ai pas la confirmation. Ça, c'est pour les autres Stelvio. Ça, c'est le Quadrifoglio. J'ai pas réussi à trouver les chiffres, mais j'estime que c'est ça. Fait que c'est genre 3000 livres ou la part du test de Marguerite n'est pas disponible. C'est ça. Fait que peut-être. Mais oui, je pense pas que quelqu'un va acheter ça pour tirer un trailer. On le donne quand même. Côté consommation, regardez, c'était facilement 14,5 à 15 litres au 100 km. Ouais. Puis ça, c'est quand tu le mets des fois en mode N, là, que tu t'économises, puis que moindrement, tu ne révolutionnes pas le moteur. Fait que si tu soutirais un peu de performance, tu peux tomber dans du 16, 17. Si on s'amuse avec, on le met en mode D ou en mode, si on veut vraiment aller chercher la puissance qu'on a, là, c'est beaucoup plus que ça. C'est quand même gourmand de ce côté-là. Fait que, regardez, en gros, je pourrais dire, je m'attendais à mieux. Parce que, comme je vous dis, c'est un petit peu le véhicule, je pensais à une alternative à la Giulia Quadrifoglio pour ici au Canada. Avoir un all-wheel drive, ces choses-là. Je trouvais que j'ai beaucoup plus eu de plaisir avec l'auto. L'auto était vraiment passionnée, elle était spéciale, elle avait quelque chose. Là, on est dans le VUS, je trouve que il se démarque pas des autres. Non. Il vaut pas son 111 000. C'est un véhicule qu'il faut tomber en amour avec pour vraiment payer ce prix-là. Vraiment, on aime le style italien, on aime révolutionner, on aime l'auto, on aime tout à propos, on s'en fout de l'écran. C'est un auto, il faut tomber en amour avec. Ouais. Mais tu sais, si tu le mets contre d'autres petits VUS, là, surtout chez les Allemands, tu sais, c'est comme... Moi, il faut pas oublier, là, ils compétitionnent comme genre X3M compétition, tu sais, des affaires de même, ou X4M, là, qui sont des bombes, là. Ça marche en salle. Il y a du torque. Oui. Moi, dans tous les aspects du véhicule, je le comparais vraiment beaucoup avec la Giulia. J'aime vraiment plus la Giulia. Le côté look, le confort, comme tu dis, le plaisir de conduire, tout ça. Je trouve qu'il est comme un peu off. Même, je le trouve beau. C'est un véhicule que je trouve beau en vidéo puis en photo, mais en vrai, il est comme moins beau. Des fois, c'est l'inverse. On dirait, je trouve, tu le vois rouler, t'es comme, c'est le fun, mais en vrai, je l'ai comme moins aimé. Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes le style Alfa Romeo. Moi, je trouve la grille Alfa Romeo qui est d'origine, je veux dire, que ça fait partie de l'histoire. Je trouve que ça fait comme un nez de cochon. Moi, j'aime pas ça. Il faut aimer ça. Moi, j'aime ça, mais sur l'auto. Mais gars, tu vois-tu comment ça fait petit? On le voyait de face là, en vidéo. Là. Je trouve que ça fait tout petit, tout écrasé. Puis le VUS, il a l'air tout comme une boule autour quand tu la regardes de face. Puis l'auto, il a la bonne grosseur. Il a bien sa place. Tu comprends? C'est sûr, certain, c'est des chemins comme la track qui monte. C'est fantastique. Il va bien aller. Mais nous, on est au Québec, puis les chemins sont rough. Puis c'est juste que tous les jours, ça raide rough. Ouais. Puis je viens de faire un rappel aux gens, des fois. Des fois, les gens, ils sont dans des véhicules de même qui raident rough. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un véhicule qui était confortable. Puis il fait comme, non, j'aime mon véhicule, puis tout le kit. Puis tu sais, je l'ai dit, là, quand on a eu le tonalé, là, j'étais comme, j'ai passé gros du temps avec. J'étais tanné d'être dedans, mais j'étais comme, il n'est pas si pire. Après ça, je rentrais dans le Cadillac, j'étais comme, ouf. Ouais, c'est comme épuisant à conduire l'Alfa Romeo. Ouais. Tu sais. Mais ça, on s'en rend compte quand on teste plusieurs véhicules. Puis tu sais, il y a des véhicules, nous, on prend tout le temps les mêmes chemins pour tester les véhicules. Des fois, on est dans un chemin, on va prendre une bosse. Il y en a qu'on ne le sent pas du tout. Puis là, tu vas prendre un autre petit VUS, puis tu passes, puis on se cogne quasiment la tête dans le toit. Tu sais, c'est à ce level-là de différence de conduite. Il y en a qui sont bons dans les chemins rough. Il y en a d'autres que tu vas pogner un certain nid de poule ou un certain track de fer ou quelque chose. Tu sais, un chemin de fer, ça va réagir d'une autre façon. Il y en a d'autres que sur l'autoroute, ils iront pas bien.
Il faut vraiment adapter le véhicule à où quoi on conduit. Oui. Moi, je le dis souvent, on a eu le Bronco à l'essai ou des Jeeps. D'autres, on fait quand même beaucoup d'autoroutes. Sur l'autoroute, ça va mal. Ça va pas bien. Ouais. C'est bruyant, ça arrête rough. Là, cette semaine, on a un véhicule d'autoroute. Là, on a un GLS 63 AMG. Ouais. Il dort sur l'autoroute. Ouais. Même, elle dort tellement qu'elle va faut que tu fasses attention. Il dort, il flotte. Ah ouais. Il y a du jus sur l'autoroute. Moi, j'aime ça. C'est style véhicule pour aller sur l'autobahn. Moi, j'aime ça. Il faut faire attention parce qu'il est tellement smooth que des fois, tu vas accélérer sans t'en rendre compte. Tu te rends plus compte la vitesse que tu vas aller. Si tu vis dans je sais pas, moi, dans une place qu'il y a des canyons comme à Los Angeles ou t'es en Europe avec des petits chemins sinueux, puis tu veux un VUS, puis faut que tu fais entendre des petites curves à toutes les 2 minutes. Ça va être super, ça, Stelvio. Ah oui. D'autres, on vit pas dans ces chemins-là. Non. Non. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Stelvio Quadrifoglio. Est-ce que vous êtes inquiet un peu pour l'avenir de la marque comme nous, que ça sera plus du vrai spaghetti? N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.